Voilà, merci à tous d'être présents à notre nouveau café marxiste. Merci au Spoutnik qui nous accueille tout à fait gratuitement et c'est pourquoi je vous invite à consommer parce que c'est la seule raison pour laquelle ils nous acceptent. Pas pour nos belles idées, non, voilà, c'est comme ça, mais au moins ils nous acceptent dans un cadre sympathique et très calme. Et merci à ceux qui nous suivent sur Internet. Alors, ceux qui trouvent que je parle toujours trop, zappez tout de suite parce qu'aujourd'hui ça va être un petit peu plus long, voilà. Non mais c'est vrai ça. Alors le samedi 13 mai, je vous présente d'abord les prochains cafés. Samedi 13 mai, Maurice Lemoine, que sûrement certains d'entre vous connaissent, qui est l'ancien rédacteur en chef de la chronique d'Amnesty International et qui a été aussi du Monde Diplo, et surtout spécialiste de l'Amérique latine, Amérique latine, continent totalement inconnu de nos journaleux qui, sortis du périphérique, n'ont aucune connaissance géopolitique. Et donc, il va venir nous parler de l'Amérique latine. Il a appelé ça à moitié vide ou à moitié pleine, point d'interrogation, parce que, bon, certains pays comme Cuba, Venezuela, etc., sont devenus, j'ai utilisé un mot à la mode, progressistes, ou le sont depuis longtemps, et en revanche, il faut résister évidemment à la toute puissante pression états-unienne, ce qui est fort difficile, et en revanche, dans d'autres pays, on a une remontée en flèche de l'extrême droite, extrêmement violente, qui est prête à tout pour garder le pouvoir politique et bien évidemment économique, et y compris à rejeter la décision des urnes, puisqu'ils tentent même à la Trump, voilà, ils rejettent les gouvernements et ils tentent de déstabiliser ces gouvernements démocratiquement élus. Voilà, donc ça sera toute l'explication que nous fournira Maurice Lemoine le samedi 13 mai. On en a un autre et on terminera notre année avant les grandes vacances avec Georges Gastaut, agrégé de philosophie que je ne présente plus, syndicaliste, enseignant et défenseur de la langue française si malmenée par nos gouvernants et nos médias. Voilà, qui viendra nous parler de la mondialisation capitaliste, qui non seulement n'a rien eu et n'est absolument pas la mondialisation heureuse qui nous était promise, mais au contraire, qui détruit, comme le disait déjà Marx en son temps, à la fois la terre et le travailleur. Voilà. Et face à ce projet exterministe, capitaliste, quel est le projet communiste? Il nous en parlera donc ce samedi 17 juin. Et nous reprendrons l'année prochaine à partir de l'automne. Avant de passer à notre travail du jour, une petite publicité. Dès la fin mai, alors je ne l'ai pas là forcément, vous allez pouvoir vous procurer le dernier étincelle, le numéro 56, qui comporte un dossier spécial qui s'appelle « Combattre le révisionnisme historique ». De fait, on en parlait tout à l'heure avec Stéphane, je ne sais pas si vous avez remarqué, plus les gens sont ignorants, plus ils sont arrogants dans leur présentation et on n'est même plus du tout dans la recherche, le débat scientifique, on est dans le dogme, dans la foi. Et du coup, face au débat scientifique, on a maintenant l'invective, l'injure, à quand les autodafés, voilà, et ça ne nous empêchera pas, en tant qu'historienne, de continuer à passer des centaines d'heures de recherche historique pour contrer ce révisionnisme historique, et donc vous aurez des articles de fond sur ce sujet dans le prochain ouvrage. Vous pourrez vous procurer, comme d'habitude, ils sont là-bas, les ouvrages des éditions Delga, donc les derniers sortis là qui vont apparaître sur votre écran, c'est Christopher Thompson, le boomerang américain, c'est-à-dire le recrutement des nazis par les États-Unis et ses conséquences délétères sur la politique extérieure et intérieure. Donc voilà. Un autre ouvrage très intéressant d'une chercheuse australienne qui s'appelle Jessica Melvin sur l'extermination programmée. Donc on n'appellera pas ça génocide parce qu'il s'agissait d'extermination des communistes. Donc comme c'est ni racial, ni ethnique, ni... Voilà, ils n'emploient pas le mot génocide. En attendant, les chiffres de cette extermination varient entre 500 000 et 3 millions. C'est quand même pas rien. Alors on n'a pas de chiffres précis parce que ce sont sur des îles indonésiennes, mais on n'a pas de chiffres précis. C'était entre 1965 et 1966. D'ailleurs, extermination qui avait fait dire, pour ceux qui douteraient de la politique extérieure américaine, à l'ex-ambassadeur américain Marshall Green, nous avons fait ce que nous devions faire et vous avez tout intérêt à nous remercier parce que sans cela, l'Asie que nous connaissons aujourd'hui n'existerait pas.
Donc voilà, pour avoir l'Asie d'aujourd'hui, où tout le monde travaille pour 3 fois rien et vit sous le truc de l'esclavage, on en a massacré plusieurs millions. Nous avons aussi, mais je crois que j'en avais déjà parlé, nous en reparlerons, un petit ouvrage sur l'unité CGT, de quelle CGT avons-nous besoin, voilà qui tombe à pic justement avec ce que va traiter aujourd'hui Stéphane Siro. Alors justement, je ne le présente plus, si quand même, néanmoins, puisque nous avons, et je vous les recommande vivement, plusieurs ouvrages. Un qui s'appelle, très intéressant, que sont-ils devenus? La trajectoire d'ex-dirigeants confédéraux, CGT, CFDT, FO, des années 1980 aux années 2010. Vous aviez un premier petit ouvrage qui s'appelait Le syndicalisme en France, 20e, 21e siècle, et qui est suivi par un tout nouvel ouvrage, Quel syndicalisme, précisément, au 21e siècle. Comme il va en parler tout à l'heure, je rappelle aussi ce petit ouvrage qui est Paroles de syndicalistes en lutte à Marseille. Voilà, n'est-ce pas? Donc tout cela, vous allez pouvoir vous le procurer, c'est ici sur le côté. Voilà. Et justement, ça paraît d'autant plus intéressant aujourd'hui, ce type de débat, que la contre-réforme des retraites qui a été lancée par Emmanuel Macron a déclenché à ce jour un mouvement social totalement inédit, d'une ampleur incroyable. Je crois bien que depuis 68, on n'avait pas revu un truc pareil, dans le cadre d'une intersyndicale qui s'est voulue pour une fois unitaire. On semblait presque avoir renoué avec ce qui était dans le temps conçu comme une normalité syndicale, le rapport de force. Et on a l'impression que là, il n'y avait plus de partenaires sociaux, de concertation, de dialogue social. Et ce n'est pas parce que les syndicats, à commencer par la CFDT, n'ont pas essayé. Berger avait annoncé dès le départ que si la loi était votée, il baisserait les bras. Puis après le 49.3, il a tout de suite renchéri en disant que si le Conseil constitutionnel approuvait cette loi, il rentrerait tranquillement dans ses pénates. Ce qui a poussé les jeunes, je ne sais pas si vous avez vu ça hier soir, à aller manifester devant le siège de la CGT, quoi. Voilà. En fait, s'il n'y a pas eu de dialogue social, c'est parce que ce pouvoir princier que nous connaissons, pour ne pas dire, allez, employons les mots de plus en plus fascisants, s'y est violemment opposé. Voilà. Donc aujourd'hui, à la CGT, il y a eu la mise en place d'une nouvelle secrétaire. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse. On a l'impression que dès que c'est une femme, ça va tout changer. Alors, je suis une femme, donc j'en profite pour dire, écoutez, je voudrais savoir ce que pensent les Anglais de Margaret Thatcher, les Français d'Elisabeth Borne, les Européens, ceux qui pensent d'Ursula von der Leyen, et puis ce que pensent les pays pauvres, je l'ai déjà cité, tu devrais écouter, et ce que pensent les pays pauvres de Christine Lagarde au FMI. Voilà, ce sont des femmes. Donc le problème n'est pas que ce soit un homme ou une femme, le problème c'est quels sont les objectifs qui sont fixés. On a donc de multiples questions à poser à notre invité Stéphane Siro. Les syndicats viennent-ils de prendre un revers monstrueux? Doivent-ils continuer leur stratégie défensive ou offensive? Réformisme ou lutte des classes? Il est temps quand même d'en reparler. Grève à saute-mouton, transgression réelle par un véritable mouvement plus dur, combat social ou sociétal au risque de se perdre, syndicalisme institutionnalisé ou réel contre-pouvoir. Quand je dis institutionnalisé, je pense en particulier, excusez-moi, mais voilà, à l'appartenance à la CES, Confédération européenne des syndicats, structure intervenant dans le cadre de politiques décidées par l'Union européenne, dont effectivement la réforme des retraites chaudement recommandée, évidemment qui va bien à l'opposé du financement de syndicats indépendants de travailleurs. Ne dit-on pas qui paie les musiciens choisit la musique. Voilà. Alors, juste un dernier truc avant de laisser la parole à Stéphane. Pour nos amis ch'tis qui nous regardent la semaine prochaine, si je ne me fourvoie point, le samedi 29 avril, c'est dans 2 semaines. Ah oui, moi je ne vois pas le temps passer. C'est le jour de mon anniversaire. Pour toi, ça sera son anniversaire, prévoyez le gâteau. Incroyable. Alors, nos amis ch'tis vont pouvoir venir l'écouter à le comment on dit ça? Le Dilouette. Le Dilouette, dans la salle d'Arras, à 16h. Et si je n'ai pas assez posé de questions, ils pourront à leur tour leur en poser, ainsi que vous, dès la fin de la partie conférence. Stéphane, je te laisse. Voilà. Écoute, merci Gilda. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes, parce que maintenant on dit
On dit cela ainsi. Alors, c'est une tâche un peu compliquée pour moi, puisque je suis historien, et évidemment, je vais parler de deux choses. Un mouvement social qui n'est pas fini, et d'autre part, un congrès qui s'est fini il y a 2 semaines. Donc évidemment, je dis ça parce que forcément, ce que je vais dire dans quelques instants pourrait avoir un caractère un peu impressionniste et peut-être même d'ailleurs pourrait être démenti par de prochaines péripéties. Et comme on le sait, la période en est particulièrement riche en péripéties. Elle est riche aussi, d'ailleurs, en ce que j'appellerais en prophéties autoréalisatrices. Par exemple, il est de bon ton de se réjouir de l'existence d'une intersyndicale dans l'actuel mouvement opposé à la contre-réforme des retraites. Il y en a une autre aussi, il est de bon ton de se réjouir d'arriver de Sophie Binet à la tête de la CGT, qui est souvent commentée par les militants quand on regarde un peu, notamment sur les réseaux sociaux, je cite, comme une sortie par le haut d'un congrès qui, vous l'avez suivi, j'imagine, qui a été un congrès particulièrement agité. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire de procès d'intention à quiconque. On verra bien comment la CGT va s'orienter dans les mois et les années qui viennent. Ni faire de procès d'intention d'ailleurs, je préfère le dire d'emblée, à l'intersyndicale, dans la mesure où il est toujours préférable d'être dans l'unité que dans la division. Ça paraît une évidence. Je dis ça parce que récemment j'ai été pris à partie par un site que certains peut-être connaissent, qui est réalisé sur Internet par, disons, pour schématiser un peu, par des ex-CFDT passés à la CGT et des proches de Bernard Thibault, ou en tout cas du syndicalisme rassemblé, qui m'ont attaqué avec d'autres, suite à une vidéo que vous avez peut-être vue qu'avait faite la Fédération des industries chimiques de la CGT, dans laquelle j'étais intervenu, et où j'évoquais justement la question du syndicalisme rassemblé et de l'unité syndicale. Donc il me reprochait de formuler des critiques à cet égard, alors même que, disait-il, dans des interviews je crois que c'était sur France Inter ou sur France Info, je ne sais plus, je m'étais montré plutôt favorable à l'existence d'une intersyndicale, et donc ils y voyaient un double langage, raison pour laquelle je leur ai précisé dans un mini-débat qu'on a engagé sur Facebook et sur leur propre site, que la question n'est pas pour moi de savoir s'il faut qu'il y ait une intersyndicale ou pas. La question, bien sûr, c'est celle des moyens que l'on se donne, des objectifs qu'on recherche, et par ailleurs, ce que j'ai toujours critiqué en la matière, c'est plutôt le fait de faire de l'unité syndicale un objectif en soi plutôt qu'un outil. Parce qu'il m'a semblé qu'à certains moments, dans certains mouvements sociaux, je pense notamment à celui de 2010, Gilda présentait l'ouvrage sur les paroles de syndicalistes en lutte à Marseille, c'était justement au moment du mouvement de 2010, où j'avais eu cette impression, qui me semble être plus qu'une impression, que au fond, l'existence même de cette unité syndicale était en soi une victoire, alors même que l'échec était au bout du mouvement en 2010, puisque, comme vous le savez, Sarkozy est parvenu à faire passer sa réforme. Alors je vais revenir sur je vais développer en 3 points. Le premier point, je ferai quelques remarques sur quelques aspects, disons, d'ordre structurel, d'avant mouvement des retraites et d'avant congrès CGT, mais qui me paraissent pour autant avoir un impact à la fois sur ce mouvement et sur le congrès lui-même. Après, je reviendrai un petit peu sur ce mouvement, et puis je reviendrai bien sûr sur le congrès de la CGT. Alors d'abord quelques remarques sur la période que nous traversons, disons sans remonter trop loin, depuis au moins un an et demi, avec par ailleurs quelques considérations un peu plus structurelles. Bon, d'abord, ce qu'on peut constater et qui m'a semblé intéressant, c'est que depuis en gros 1 an et demi, on a vu se développer de multiples mouvements sur
sur les salaires, avec un regain de conflictualité très net. Alors on n'a pas encore de chiffres, parce que vous le savez peut-être, les chiffres des mobilisations dans le secteur privé sont généralement donnés avec 2 ans d'écart. Les statistiques du ministère du Travail, les dernières, c'est sur les grèves de 2021. Vous voyez, donc il y a toujours un décalage de 2 ans. Mais enfin, c'est évident qu'il y a eu un regain de la conflictualité depuis en gros 1 an et demi autour de la question salariale, avec, et c'est ça qui m'a semblé aussi intéressant à noter, avec un retour finalement d'un esprit offensif. Parce que quand on regarde les années qui ont précédé, globalement, on avait un mouvement social, que ce soit à l'échelle des entreprises ou à l'échelle de mouvements sociaux nationaux, qui étaient, pour l'essentiel, des mouvements de type défensif, c'est-à-dire qui luttaient contre plutôt que de lutter pour. Et là, on a vu, et j'ai trouvé ça assez intéressant, toute une série d'offensives, notamment, alors si je prends les exemples les plus médiatisés, celui des raffineries, à l'automne 2022. Puis parallèlement, il y a eu pas mal aussi de mobilisations dans le secteur de l'énergie, qui étaient systématiquement des mobilisations offensives, que d'ailleurs, vous vous souvenez, ça m'avait interpellé, que Laurent Berger avait appelé, à propos des raffineurs, qu'il avait appelé des grèves préventives. Alors ce qui m'avait interrogé, parce que dans le champ de la recherche sur l'histoire des conflits sociaux, on utilise deux critères, grève offensive ou grève défensive, donc je trouvais ça intéressant. Il avait peut-être conceptualisé une 3e voie en la matière, mais en creusant un peu, on peut constater que ce qu'il appelle en fait des grèves préventives, ce sont des grèves offensives. Il les appelle préventives parce que dans la forme de syndicalisme qui est la sienne, il est difficilement concevable que des conflits sociaux, que des rapports de force puissent précéder les processus dits de dialogue social au travers des négociations annuelles obligatoires sur les salaires. Donc si jamais des travailleurs se mettent en grève avant le processus de négociation, voire en accompagnant ce processus de négociation pour créer un rapport de force plus favorable, de son point de vue, ça s'appelle des grèves préventives. Mais du point de vue de la recherche, ça s'appelle des grèves offensives. Donc voilà, c'était assez intéressant, et puis y compris dans certains secteurs avec des modalités d'action qui elles-mêmes étaient assez intéressantes, avec notamment chez les énergéticiens, cette idée de ce qu'ils appellent la reprise en main de l'outil de travail. C'est-à-dire que voilà, on fait la démonstration que c'est le travailleur qui produit, et donc que c'est le travailleur qui produit quand il veut et qui arrête la production quand il le souhaite et quand il l'a décidé. Et voilà, la fédération développe cette idée qui par ailleurs est mise en pratique dans les conflits sociaux, et qui dans tous les cas leur a permis d'obtenir davantage d'ailleurs que ce qui avait été proposé au départ. Et d'ailleurs les études du ministère du Travail sur les années qui ont précédé l'année 2022 montrent bien que, et ça peut paraître une évidence, mais enfin en l'espèce c'est une évidence que qualifieraient les médias de documentée, c'est une expression qui est à la mode, et le ministère du Travail documente le fait que les entreprises dans lesquelles les augmentations de salaire ont été les plus significatives, et plus significatives que la moyenne, c'est dans celles où il y a eu de la conflictualité. Et c'est écrit de façon tout à fait scientifique à travers un panel d'entreprises que prend dans ses études la DARES. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on a vu aussi ces dernières années, et jusqu'à aujourd'hui, alors est-ce que le mouvement actuel annonce un redressement des choses? Ça, il me semble qu'il va falloir attendre pour voir si ça s'inscrit dans la durée. Je fais référence au fait qu'en ce moment, les organisations syndicales communiquent beaucoup sur le fait qu'elles ont fait beaucoup d'adhésions pendant l'actuel mouvement. Bon, on va voir si c'est quelque chose de durable, si ceux qui aujourd'hui se syndiquent le resteront demain, parce que vous le savez sans doute, l'un des problèmes des organisations syndicales n'est pas forcément d'arriver à syndiquer, mais d'arriver à garder. Et notamment la CGT, qui est un peu un panier percé, il y a énormément de turnover. Ils font peut-être, disons, en vitesse de croisière, je crois, quelque chose comme 35 000 adhésions par an, mais ils en perdent quelque chose comme 50 000. Donc il y a beaucoup d'arrivées, mais il y a encore davantage de départs.
Je dis ça parce que dans les quelques années qui ont précédé la période actuelle, s'est poursuivi ce que j'appelle un mouvement de désaffiliation vis-à-vis des organisations syndicales. Un mouvement de désaffiliation qu'on peut mesurer au travers de deux critères. D'abord celui de la syndicalisation. On était tombé en 2013, c'était les derniers chiffres qui étaient souvent cités jusqu'à ceux que vient de publier, il y a quelques mois, qu'a publié le ministère du Travail suite à sa nouvelle étude. C'était le chiffre de 11,2% de taux de syndicalisation en France, qui est déjà pas énorme. 11%, ça renvoie à des taux de syndicalisation qui sont ceux du début du XXe siècle, sauf qu'à l'époque, c'était plutôt d'ailleurs dans une phase ascendante que dans une phase descendante. Mais disons que globalement, il y avait quand même eu, semble-t-il, une certaine stabilisation, à un niveau bas certes, mais les taux de syndicalisation semblaient tendre à se stabiliser. Et puis la dernière étude qu'a publiée il n'y a pas très longtemps, de nouveau la DARES, alors il y a toujours le décalage entre la publication de l'étude et sa réalisation. Elle concerne les taux de syndicalisation de 2019 qui sont tombés à 10,3. Donc on a eu presque un point de recul entre 2013 et 2019. Et puis, par ailleurs, ce qui me semble inquiétant, parce que les taux de syndicalisation, c'est une chose, mais quand on lit l'étude de la DARES, les syndiqués interrogés, pour près de 60% d'entre eux, disent qu'ils participent rarement ou jamais aux activités de leur syndicat. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a 10,3% de syndiqués, selon ces chiffres officiels, dont même pas la moitié sont... non, même pas la moitié, sont actifs. Les autres ne font que, en quelque sorte, donc payer leurs cotisations, mais ne font rien d'autre. Alors certains sont sans doute d'ailleurs isolés. Vous avez pas mal aussi de syndicalistes qui n'ont pas forcément de syndicat dans leur entreprise, donc qui vont adhérer par exemple pour la CGT à une union locale directement, donc qui auront effectivement de fait pas de réunion syndicale sur leur lieu de travail, voilà. Mais quand même, ça dit quelque chose de la faiblesse structurelle aujourd'hui de ce champ syndical. Et puis il y a un deuxième aspect qui est celui des résultats aux élections professionnelles, où on a vu un taux d'abstention qui est monté en flèche et qui est inquiétant. Quand on regarde le secteur privé, la dernière salve d'élections professionnelles, c'est la période 2017-2021, on est arrivé à un taux de syndicalisation, d'abstention, un taux d'abstention qui dépasse largement les 60%. On n'est pas loin des 2/3 d'abstentionnistes aux élections professionnelles dans le privé entre 2017 et 2021. C'est-à-dire, en fait, ça m'avait frappé à l'époque, parce que les chiffres avaient été publiés entre les deux tours des élections départementales et régionales. Et le chiffre d'abstention à ces élections politiques était identique à celui enregistré à ces élections professionnelles. Et donc on voit bien que plus largement, il y a de fait une désaffiliation vis-à-vis de tout ce qui ressemble à des structures traditionnelles, qu'elles soient politiques ou syndicales. Et dans le champ syndical, ça s'est confirmé avec les élections professionnelles qui ont lieu au mois de décembre dans les fonctions publiques, où on a vu le taux d'abstention prendre 5 points. On était en gros c'était quasiment du 50-50 en 2000, on était en 2022, donc 2018, c'était à peu près du 50-50, avec un tout petit peu plus d'abstention. Pour la première fois d'ailleurs, on avait passé la barre des 50% d'abstentionnistes, et là on est à plus de 55% d'abstentionnistes aux élections professionnelles dans les fonctions publiques. Donc ça rejoint, même si la désaffiliation et la participation sont quand même plus importantes que dans le secteur privé, la désaffiliation moins nette et les taux de syndicalisation plus élevés, dans le public que dans le privé, on voit quand même que ça me semble être une tendance lourde. Bon, alors est-ce que cette tendance lourde va être inversée par l'actuel mouvement social? Ça, je n'en sais rien. C'est l'avenir qui le dira, mais c'est toujours compliqué de briser quelque chose qui s'inscrit maintenant depuis des années dans un long processus. Il y a une troisième chose aussi qui me semble à souligner
qui est la poursuite de cette mise en concurrence des syndicats dans l'espace social, et notamment dans les mobilisations sociales. On a vu par exemple, je vais prendre simplement cet exemple qui a pas mal fait parler au moment où il s'est déroulé, celui des chefs de bord, des contrôleurs de la SNCF, autrement dit, qui se sont organisés, comme vous le savez, dont le mouvement est parti hors champ syndical, s'est auto-organisé au départ sur les réseaux sociaux, alors a dû quand même à un moment donné interagir avec les syndicats parce que il se trouve que dans une entreprise comme la SNCF, si vous voulez faire grève, seuls les syndicats peuvent déposer un préavis, et si vous voulez quand même conclure un accord collectif, les syndicats doivent signer cet accord collectif. Mais ça avait inquiété l'entreprise à l'époque. Ça l'avait inquiété à tel point qu'il y a 3 semaines, un mois, la direction de la SNCF TGV m'a demandé de venir débattre avec ces 15 directeurs régionaux pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Parce que ça leur pose aussi problème à eux d'être confrontés, je pense que c'est vrai à d'autres échelles, avec le patronat plus généralement, d'être confrontés à des mouvements qui en quelque sorte échappent à tout contrôle d'une certaine manière, c'est-à-dire face auxquels il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs, qu'il est difficile d'arriver à appréhender, à maîtriser, en tout cas qu'il est beaucoup plus difficile d'arriver à canaliser que lorsqu'il s'agit de mouvements qui sont portés par les organisations syndicales. Mais on voit dans pas mal, on a vu ces dernières années, dans pas mal de secteurs, l'éducation notamment, et d'autres aussi, même parfois à l'échelle des entreprises, je pense à McDonald's par exemple, on a vu se développer des collectifs qui échappent à l'encadrement des organisations syndicales. Alors c'est pas nouveau, évidemment, c'est pas quelque chose qui est tout à fait inédit. On a eu déjà des périodes dans l'histoire où, alors à l'époque, par exemple en 86-92, on appelait ça des coordinations et pas des collectifs. Donc il y a déjà eu des mouvements sociaux d'importance qui n'étaient pas forcément stricto sensu encadrés par des directions syndicales ou par des représentants syndicaux, collectifs dans lesquels d'ailleurs, et de même aujourd'hui sans doute dans les structures qu'on voit émerger, il y a des syndicalistes ou d'anciens syndicalistes dans ces structures-là, mais pas au sens de responsables syndicaux ou de dirigeants syndicaux. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a par ailleurs, alors vous avez ce mouvement de désaffiliation que j'évoquais, puis vous avez par ailleurs les outils pour le faire si vous le voulez, ce qui s'appelle les réseaux sociaux. Donc c'est un outil aussi qui, je pense, attise cette mise en concurrence dans une longue période où les organisations syndicales sont en situation de désaffiliation vis-à-vis des travailleurs. Alors ça pose bien sûr tout un tas de problèmes, incidemment, parce que ça pose bien sûr le problème de leur implantation. Moi, ce qui m'avait étonné au moment du mouvement des chefs de bord, c'est que les organisations syndicales paraissaient quelque peu on avait l'impression qu'elles étaient prises par surprise vis-à-vis de ce mouvement, ce qui montre bien qu'il y a un problème de capteur. Alors qui d'ailleurs, c'était intéressant au moment de ce mouvement, qui a mis en jeu et en débat la question de la réforme de la représentativité dans ces entreprises, parce que à la SNCF par exemple, où donc la SNCF a créé des CSE, les comités sociaux et économiques, suite aux ordonnances Macron de 2017. En fait, ces CSE, ce qui s'est passé, c'est que, et ailleurs c'est vrai aussi dans le secteur de l'énergie, je me le suis laissé dire à de nombreuses reprises, ces CSE ont retiré des moyens à un niveau quand même assez considérable aux organisations syndicales et ont élargi les territoires où les représentants syndicaux doivent exercer leur représentation. Donc c'est de plus en plus compliqué pour eux parce que d'une part, en fusionnant tous ces organes de représentation, CHSCT, etc., en fusionnant tout ça, ça veut dire qu'ils ont davantage de travail de négociation, de travail de préparation de la négociation, de travail d'expertise à fournir, de processus de négociation à assurer, et puis des périmètres géographiques qui deviennent ingérables. Et donc évidemment, leur présence sur le terrain est de plus en plus compliquée, d'autant plus que les taux de syndicalisation par ailleurs, y compris à la SNCF comme dans les autres entreprises, ils ont plutôt tendance à baisser. Donc évidemment, leur degré d'ancrage avec le réel de l'espace de travail
se fait de moins en moins organique, d'une certaine manière. Alors évidemment, les processus dits de dialogue social ont orienté aussi en ce sens-là, parce que de fait, ils ont disjoint, ou ils ont tendance à disjoindre mécaniquement, je dirais, la présence syndicale plutôt dans des espaces confinés de bureaux dans les processus de négociation plutôt que sur le terrain du travail, ce qu'on appelle aussi communément l'institutionnalisation du syndicalisme. Ça fait partie, c'est une des dimensions de cette institutionnalisation. Et donc ça les met en difficulté dans leur capacité à entrer en résonance avec les affects des travailleurs. Parce que je parle d'affect parce que ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce mouvement, et je pense que ça doit sans doute être quelque chose qu'on peut observer dans d'autres, ce mouvement des chefs de bord, il a émergé au travers d'un certain nombre de ressentiments. D'impression de ne pas être respecté, de ne pas être considéré à leur juste valeur et d'être d'une certaine manière méprisé. C'est pour ça que je parle d'affect. Et vous allez voir pourquoi aussi j'en parle, parce que je vais faire le lien avec autre chose. Donc ça complique cette entrée en résonance avec les affects de ces travailleurs et notamment avec la traduction en revendication syndicale de ces affects. Parce que n'importe qui en a des affects, et tout le monde en a, et tout le monde en a toujours eu. Sauf que peut-être à certains moments c'est plus compliqué de les traduire ensuite, de les capter d'une part, et ensuite de les digérer pour les traduire en revendications syndicales. Et ça pose un problème qui soulève la question et le rapport aux identités professionnelles et aux identités de classe. Parce que, je trouve intéressant en tout cas de le lire, au moins de le lire, et après éventuellement de ne pas être d'accord et de le critiquer. Mais vous avez peut-être lu le dernier ouvrage de Pierre Rosanvallon qui s'intitule « Les épreuves de la vie ». Je ne sais pas si vous avez vu passer cet ouvrage, où il explique qu'aujourd'hui, les identités de classe, les identités collectives ont tendance à se déliter. Et ce qui recrée des identités, c'est les expériences communes de la vie. C'est-à-dire, au fond, la prise de conscience que l'on a vécu des épreuves, les mêmes épreuves que d'autres. Des épreuves qu'on pouvait croire au départ, des épreuves purement singulières parce qu'individuelles, mais dont progressivement on constate qu'en réalité elles ne sont ni singulières ni individuelles, mais qu'elles concernent un collectif. Et c'est un peu comme ça qu'est né d'ailleurs, à mon sens, le mouvement des chefs de bord. C'est-à-dire qu'en s'exprimant via les réseaux sociaux et en exposant leurs ressentis et les épreuves de leur vie au travail via ces réseaux sociaux, ils se sont construits une identité collective. Mais une identité collective qui était d'abord manifestement construite autour de ces épreuves de la vie, plutôt qu'autour d'une identité de classe. Ce qui d'ailleurs, je pense, a contribué à dérouter les organisations syndicales. La CGT, par exemple, est plus à l'aise quand il s'agit de porter l'identité cheminote, qui d'une certaine manière est une identité de classe à l'échelle de la profession. Bon, et se trouve plus déstabilisé face à cette espèce de fragmentation des identités, parce que la difficulté à faire ressurgir des identités collectives, des identités professionnelles plus larges, puis des identités de classe, c'est quelque chose qui est en lien avec cette émergence des épreuves de la vie, comme dit Rosanvallon. Donc là, on a quelque chose, à mon avis, ça me semble être à réfléchir, à affiner, mais il y a quelque chose là qu'il faut pour revivifier le syndicalisme, dont il faut avoir conscience. Parce que, et c'est là où je suis pas d'accord avec Rosanvallon, au sens où Rosanvallon dit qu'en gros il faudrait que les structures, alors lui il parle des partis politiques, qui sont sa spécialité, mais je pense qu'on peut le dire aussi des syndicats, il pense qu'en gros il faudrait reconstruire une offre autour de ces épreuves de la vie. Bon, et moi je pense que ça n'est qu'une étape, et ça n'est qu'à partir du moment où on est parvenu à capter en tant que structure ces épreuves de la vie, qu'ensuite il s'agit de les transformer en identité de classe. Parce que, d'abord, ça rend, je pense, plus solides les perspectives d'avenir, que de simplement se focaliser sur les épreuves de la vie qui sont généralement des épreuves ponctuelles.
hein, et qui sont plus fragiles au fond que des identités de classe, qui elles sont plus structurelles et plus durables. Mais je pense pas qu'il faille, en tout cas, rejeter ça comme si ça n'existait pas. Alors, s'agissant de la difficulté aussi à avoir, me semble-t-il, un lien aussi organique qu'il a pu l'être à d'autres moments pour les syndicalistes vis-à-vis des travailleurs, je pense aussi qu'il y a, et ça rejoint également les processus d'institutionnalisation, derrière tout ça, la problématique de la professionnalisation. Hein, il y a effectivement une professionnalisation des directions syndicales. C'est pour ça que j'ai amené, parce que les petites brochures que vous voyez là, je dois en avoir écrit 15 ou 16. Hein. J'ai pris celle-là exprès parce que c'est intéressant de voir hein, justement comment, quelle est la trajectoire hein, que suivent les membres des directions confédérales des grandes organisations. Hein, parce que notamment on constate parmi d'autres choses que au fond, leur accession à ces responsabilités-là s'inscrit dans une espèce de cursus professionnel. Voilà, dans une trajectoire. Hein, ce qui fait, alors, c'est plus vrai, bien sûr, plus vous allez vers des syndicats dits réformistes, plus vous trouvez cette caractéristique. Et inversement, plus vous allez regarder des syndicats qui ont une tradition plus ouvrière, plus conflictuelle, plus de lutte de classe, comme la CGT, c'est un peu moins prégnant. Hein, mais pour prendre cet exemple très anecdotique, parce que c'était pas évident de retrouver la trace parfois de ces dirigeants. Par exemple, pour ceux de la CFDT, alors c'était plus facile pour ceux de la CGT parce que j'ai davantage de liens avec elle et donc je peux avoir plus d'informations. J'ai beaucoup moins de liens avec la CFDT. C'est un secret de polichinelle. Mais il suffit d'aller, c'est ça qui m'a frappé, j'en revenais pas quoi. Quand je tapais leur nom, pour beaucoup d'entre eux, vous tombez sur LinkedIn. Le réseau professionnel. Et donc, LinkedIn où vous mettez votre CV. Bon. Et en effet, était indiqué sur LinkedIn leur expérience et leur responsabilité de dirigeants de la CFDT en l'occurrence. Donc vraiment comme si ça participait de la constitution d'un curriculum vitae. Bon, voilà, c'est la raison pour laquelle moi je soutiens que les représentants syndicaux doivent non seulement être issus de l'espace de travail, mais savoir aussi qu'un jour ils vont y retourner. Alors je sais que ça ne plaît pas toujours quand je dis ça, hein, parce que ça m'arrive de le dire, y compris parfois des permanents syndicaux qui sans doute pour un certain nombre d'entre eux n'ont probablement pas l'intention de retourner dans leur espace de travail d'origine. Alors je ne dis pas qu'ils doivent faire la même chose, hein, parce que de fait ils acquièrent en effet dans leur mandat et dans leurs responsabilités, ils acquièrent une série de compétences qui évidemment justifient qu'ils puissent réintégrer leur milieu professionnel, peut-être avec d'autres fonctions que celles qui étaient leurs fonctions d'origine. Mais je pense qu'on n'a pas le même rapport au monde du travail quand au fond on sait pertinemment qu'on ne revivra plus cette expérience-là. Et c'est de plus en plus souvent le cas. Et précisément, si vous faites le lien avec les épreuves de la vie et les affects que j'évoquais précédemment, ça me semble d'autant plus difficile à capter par ailleurs, dès lors que vous êtes dans cette situation-là. Bon, voilà, donc c'est une petite parenthèse, mais qui me semble pas être si petite que ça au fond. Alors pour revenir maintenant au mouvement parce que je vois que l'heure avance quand même, au mouvement des retraites. Alors pour moi c'est un objet qui à la fois a des dimensions classiques, hein, quand on le compare à d'autres mouvements récents, et d'autres qui le sont moins. Bon. Alors il y a des points communs notamment avec le mouvement de 2010. Celui donc contre la contre-réforme des retraites de Sarkozy. Le premier point commun qu'on peut déceler, c'est l'existence d'abord, bien sûr, c'est une évidence, ça a été dit souvent, l'existence d'une intersyndicale unitaire qui existait déjà lors du mouvement de 2010.
avec parallèlement, et c'était déjà le cas en 2010, des fédérations ou des secteurs professionnels qui cherchent à s'engager dans la construction de mouvements reconductibles, de mouvements de grève reconductibles, mais sans un soutien ni dynamique ni vraiment explicite de la part de l'intersyndicale. Et ça, c'est un peu une configuration qu'on a vue en 2010, qu'on a vue lors de l'actuel mouvement, où effectivement, quand vous relisez les communiqués de l'intersyndicale, il n'y a jamais d'appel. Quand je dis soutien explicite, c'est au sens d'un appel à construire ces grèves reconductibles. On dit voilà, s'il y a des grèves, on les soutient, etc. Ou, enfin, en gros, c'est des formules de ce type, mais sans vraiment chercher, ni lancer un appel, ni chercher vraiment en tant que structure intersyndicale à construire cette mobilisation reconductible, ce qu'il est devenu à la mode aujourd'hui d'appeler des blocages. C'est le terme qu'on utilise pour désigner aujourd'hui des mouvements sociaux de type reconductible. Ce qui n'a pas empêché donc des secteurs parallèlement de chercher à le faire. Avec d'ailleurs une configuration, ça m'avait frappé, j'avais fait avec un doctorant un papier dans l'IB là-dessus, quelque chose qui ressemblait de manière vraiment frappante à 2010. En 2010, vous avez eu une journée qui était un mardi d'ailleurs, une journée d'action le 12 octobre 2010, qui a été le pic de la mobilisation. Le 12 octobre 2010, c'est le jour où il y a eu le plus de manifestants dans la rue, et qui a été un peu un point de bascule, ce 12 octobre 2010, puisque dans la foulée, autour de ce 12 octobre et dans les jours qui ont suivi, toute une série de secteurs ont poursuivi la grève. Et les mêmes qu'aujourd'hui. Les éboueurs, les énergéticiens, les cheminots, on retrouve en gros les mêmes. Alors ce qui n'est pas surprenant non plus, pour des tas d'autres raisons, notamment liées au taux de syndicalisation, à la dynamique syndicale, etc., au périmètre de syndicalisation. Voilà. Et on a eu un peu la même chose autour du 7 mars. La fameuse France à l'arrêt, dont on avait fait beaucoup de chou gras, alors qui d'ailleurs moi me faisait un peu sourire. C'était une expression très médiatique, mais en fait la France à l'arrêt, ça voulait dire on convoque une nouvelle journée d'action. Voilà, la France à l'arrêt, c'était une journée d'action. Bon. Pour que la France soit vraiment à l'arrêt, il faut construire et avoir une stratégie. Or, l'intersyndicale n'était pas dans cette idée-là, puisque certains dans cette intersyndicale disaient clairement dans les médias qu'il ne s'agissait pas de bloquer le pays, de s'engager dans des grèves reconductibles, etc. Donc c'était une journée d'action qu'on a appelée France à l'arrêt, ça faisait bien sur le coup. Alors ça pouvait être aussi contre-productif, parce que médiatiquement parlant, alors oui, ça a eu du succès, sauf qu'après, les médias en attendent que effectivement tout s'arrête, quoi. La France ne vit plus pendant au moins cette journée du 7 mars, qui n'a pas été le cas, en tout cas pas tellement plus le cas que lors de précédentes journées d'action fortes, du mois de janvier. Bon, mais en tout cas, autour du 7 mars et dans les jours qui ont suivi, on avait eu un peu la même chose, c'était un mardi aussi d'ailleurs, qu'autour du 12 octobre 2010, c'est-à-dire des professions qui ont poursuivi en tentant de construire des mouvements de grève reconductibles. Et on a eu d'ailleurs un peu le même constat qu'en 2010, en tout cas à ce stade, à savoir que cette extension de la reconductibilité, manifestement, en tout cas, ça a été le cas en 2010, et pour le moment c'est le cas encore aujourd'hui, elle a quand même du mal à rencontrer le succès. Alors ce qui peut interroger bien sûr, et beaucoup le font, la stratégie des journées d'action et sa pertinence en termes de rapport de force quand on est confronté à un président radicalisé. Il y a une deuxième chose qui ressemble aussi à ce qui se passe depuis 20 ans, c'est ce schéma qui maintenant est devenu classique et qui s'est substitué à un autre, c'est le schéma manifestation plus grève au lieu du schéma grève plus manifestation. Dans l'histoire des conflits sociaux, c'était plutôt ce second schéma qui était le schéma traditionnel. Voilà, en 68 par exemple, je pourrais prendre des tas dans le Front populaire, on peut prendre, sans prendre des exemples aussi spectaculaires, on pourrait en prendre des tas d'autres. Bon, dans l'histoire des conflits sociaux, la manifestation venait plutôt en appui de la pratique gréviste.
Elle venait la nourrir, la enrichir, la populariser, la médiatiser. Bon. Et aujourd'hui, on est dans le schéma, en tout cas dans les mouvements nationaux. Évidemment, c'est pas du même ordre. Tout à l'heure, quand j'évoquais les raffineurs, les énergéticiens, ils sont pas dans cette typologie-là. Mais en tout cas, les mouvements sociaux, c'est ça. C'est-à-dire qu'une journée d'action est décrétée, la grève est lancée pour permettre, en quelque sorte, si je schématise, pour permettre d'aller manifester. C'est un peu ça, en fait. C'est la grève qui vient à l'appui de la manifestation. Ce qui est assez d'ailleurs, ce qui est assez naturel dans la logique que porte cette orientation, cette stratégie-là, qui est l'orientation vers le soutien le plus massif possible de l'opinion publique. Depuis, alors je me souviens avoir lu des choses là-dessus, et notamment de certains spécialistes des études d'opinion qui montraient que depuis le milieu des années 90, notamment depuis le mouvement de 95, le rôle de l'opinion publique était devenu une donnée à laquelle les organisations syndicales étaient particulièrement attachées, et dont ils faisaient presque d'une certaine manière l'un des cœurs de leur stratégie. Et je pense qu'en effet, c'est aujourd'hui le cas, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que ça m'avait à certains moments rappelé 2010, parce que autour du 7 mars, alors aujourd'hui on l'entend moins parce que ça me semble, peut-être c'est pour ça, le soutien de l'opinion publique il est acté, on voit mal comment un forcené comme Emmanuel Macron pourrait trouver un soutien majoritaire de l'opinion publique, mais ça m'avait rappelé un peu 2010 parce que je me souviens avoir entendu en 2010 une petite musique qui m'avait à l'époque heurté parce que j'avais participé à toutes les grèves et à toutes les manifestations en 2010, comme en 2023 d'ailleurs, pour dévoiler un faux secret. En 2010, donc on a perdu. Enfin, le mouvement social a perdu. Mais je lisais dans un certain nombre d'organes syndicaux que, bon d'accord, sur la question de l'âge légal de départ en retraite, on a perdu, mais on a gagné la bataille de l'opinion. Et ça, ça m'avait frappé, ça revenait beaucoup dans un certain nombre de publications syndicales, un peu comme si donc la victoire dans cette bataille de l'opinion signifiait une victoire du mouvement social. Alors moi qui avais défilé à de nombreuses reprises, j'estimais que, pour ce qui me concernait en tout cas, une victoire, de mon point de vue, c'était celle sur les revendications pour lesquelles je m'étais mobilisé. Bon, alors tant mieux, c'est très bien que l'opinion publique, il est évident qu'il faudrait être complètement stupide de dire il vaut mieux qu'on ait tout le monde contre soi. C'est une évidence qu'il vaut mieux avoir tout le monde avec soi. Mais encore une fois, c'est un peu comme l'unité syndicale. C'est très bien en tant qu'outil. Pour moi, ça pose problème et j'interroge cela quand ça devient une fin en soi. Voilà, que ce soit l'unité syndicale ou l'opinion publique, pour moi, c'est un peu la même problématique dans les deux cas. Au fond, c'est qu'en fait-on ? Voilà. Il y a une troisième chose qui me semble aussi être assez commun entre l'actuel mouvement et ceux des 20 dernières années. C'est ce que j'appellerais syndicalement la stratégie d'usage des leviers institutionnels. Un peu comme si, au fond, le mouvement social devait se donner pour but de créer un rapport de force, de générer un rapport de force qui lui permettra de s'appuyer sur les institutions. Plus que faire pression sur elles et susciter un rapport de force qui contraigne les institutions. C'est pas la même chose. Donc plutôt que de générer une contrainte qui encerclerait en quelque sorte l'ordre institutionnel, il s'agit de s'emparer de cet ordre institutionnel pour faire de lui un complice en quelque sorte et un acteur auquel au fond, et c'est ça aussi qui me semble poser problème, auquel au fond on s'en remet pour trouver une solution. Et il me semble que c'est depuis le début la stratégie qui est suivie, c'est-à-dire d'abord chercher à alors qui d'ailleurs qui est pas si loin que ça, enfin pas si éloigné que cela, de mon point de vue, de la stratégie du syndicalisme de lobbying que porte la CFDT. Dans un premier temps, stratégie de lobbying à l'égard du gouvernement. Bon, ça marche pas.
Dans un second temps, stratégie de lobbying et de pression à l'égard du Parlement. Bon, par la force des choses, ça n'a pas donné de résultat non plus, puisque les instruments, les outils institutionnels ont été utilisés qui rendaient cette dimension institutionnelle peu productive. Et puis ensuite, le Conseil constitutionnel. Et puis ensuite, le référendum d'initiative partagée, dont d'ailleurs il semble de plus en plus incertain qu'il puisse par ailleurs avoir lieu. Mais un peu comme si la difficulté ou l'absence de volonté, j'en sais rien, après c'est à chacun de faire son opinion, à construire un rapport de force efficient sur le terrain social, conjugué sans doute aussi à un déficit de stratégie, fait qu'au fond, l'intersyndical, le mouvement social s'en sont beaucoup remis à l'ordre institutionnel en espérant que son salut viendrait de cet ordre institutionnel. Voilà. Et ça me semble une stratégie qui maintenant est une stratégie devenue assez classique depuis une vingtaine d'années, mais qui me semble être à interroger dans la mesure où ça fait 20 ans qu'elle échoue. Et donc forcément, il me semble que quand on a subi 20 ans d'échecs, alors, il ne s'agit pas de dire qu'il y aura une stratégie gagnante, j'en sais rien, c'est à réfléchir, c'est à construire, c'est à débattre, mais au moins s'interroger sur cette stratégie-là, qui par ailleurs correspond, on voit bien, au modèle syndical chrétien que porte la CFDT, qui s'inscrit pour moi dans ce syndicalisme de culture chrétienne, qui est une des propositions de syndicalisme qui historiquement existe en France, qui a ses racines historiques. Et pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, ce modèle-là, cette proposition de syndicalisme, c'est une proposition dont les modalités d'action s'interdisent de s'extraire des normes. Pour moi, c'est la dimension centrale du syndicalisme de culture chrétienne. C'est-à-dire un syndicalisme qui, dans ses pratiques, se refuse à s'extraire des normes, c'est-à-dire, au fond, accepte la substitution des rapports de force par les rapports de droit. Et quels que soient ces rapports de droit. On voit bien la difficulté, d'ailleurs, qui est aujourd'hui celle du discours confédéral de la CFDT, qui doit, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai brièvement, qui doit quand même rester pour l'instant dans l'intersyndical, dans le mouvement, mais qui pour autant a eu à de nombreuses reprises des prises de parole expliquant qu'au fond, lorsque le processus institutionnel serait achevé, au matin même, je me souviens au matin même du vote de l'Assemblée nationale, dans un entretien dans une matinale, Laurent Berger explique que si l'Assemblée nationale vote la loi, il faudra... alors il dit pas ça comme ça, mais... voilà, le mouvement ne pourra plus continuer comme il est. Enfin, en gros, c'est la phrase consacrée, mais qui en général signifie qu'il va s'arrêter. Bon. Sauf qu'il y a eu le 49.3. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de vote. Bon. Voilà. Donc, il s'est trouvé, au fond, confronté à chaque fois à ce rejet de l'ordre institutionnel vis-à-vis de lui-même, ce modèle de syndicalisme. Et bon, voilà, mais en tout cas, c'est une stratégie qui se réfère à ce modèle-là. Et il me semble d'ailleurs que la difficulté dans laquelle la réponse des institutions à l'actuel mouvement social se situe, c'est-à-dire on fond des claques permanentes, c'est un peu ça si on veut résumer trivialement, participe de l'emploi du terme de crise démocratique par Laurent Berger. Parce qu'il me semble que pour lui, ce qu'il appelle une crise démocratique, c'est certes sans doute la manière dont le pouvoir politique manœuvre pour faire passer sa loi, mais c'est aussi le fait que, en tout cas de mon point de vue, je l'analyse comme ça, c'est aussi le fait que pour pérenniser sa proposition de syndicalisme, il a besoin que la stratégie de pression-alignement sur les institutions se révèle efficace. Si cette stratégie de pression-alignement sur les institutions est inefficace, pour lui, ça devient en effet une crise politique
voyez, parce que, y compris d'un point de vue politiquement syndical, si je puis dire, hein, c'est-à-dire y compris dans la ligne qui est la sienne, dans la ligne syndicale et politique qui est la sienne. Donc on est en effet, de son point de vue, aussi dans cette dimension-là, dans une situation de crise démocratique. Hein. D'ailleurs, il ne dit pas crise politique, il dit crise démocratique. Et puis enfin, l'autre point commun qu'on peut trouver avec des mouvements précédents, c'est le manque de coordination, d'articulation entre champ syndical et champ politique, hein, dont on voit bien d'ailleurs, et je l'ai écrit plus d'une fois, on est dans un moment très spécial historiquement parlant, qui a commencé pour moi en 2016 avec le mouvement contre la loi El Khomri, et qui ne s'est arrêté qu'avec la parenthèse des confinements du Covid. Mais quand vous regardez de 2016 à aujourd'hui, on a traversé une phase de conflictualité sociale sans précédent parce que quasi ininterrompue. 2016, loi El Khomri. Entre février, mars et juillet, quelque chose comme ça, et même il y avait même une petite extension de la contestation, y compris après l'été de 2016. Bon, après Macron avait été élu, il y a eu les ordonnances travail, une tentative un peu avortée de mobilisation contre ces ordonnances à l'automne 2017. Novembre 2018, le mouvement des Gilets jaunes, qui va s'étendre, qui s'est jamais vraiment d'ailleurs complètement éteint, mais bon, disons dont l'essentiel va s'étendre quasiment jusqu'à l'été 2019 en fait. Hein, bon. Et puis décembre 2019 et janvier, le mouvement contre la première tentative par Emmanuel Macron de réformer les retraites, avec son fameux système de retraite à points. Mouvement qui est vraiment arrêté complètement par le premier confinement. Hein, alors le gros du mouvement était passé, hein, le gros des grèves s'était terminé, je détruis le matériel. Le gros des grèves s'était terminé fin janvier, à peu près. En tout cas, c'est de la RATP, SNCF, tout ça. Mais il y avait encore des échauffourées sporadiques, une espèce de guérilla sociale, qui d'ailleurs m'avait marqué aussi, parce que c'était un peu la même chose qui s'était passé avec les Gilets jaunes, un peu comme tous ces mouvements, comme si tous ces mouvements ne voulaient pas s'éteindre complètement. Et je pense qu'on est là, en ce moment, dans quelque chose qui va ressembler à ça. C'est-à-dire que peut-être le gros du mouvement est passé, on verra bien. Hein. J'ai quelques doutes sur le fait qu'il puisse vraiment reprendre de manière massive. Bon, peut-être le 1er mai, oui, d'accord, mais après... bon, voilà, on peut quand même avoir quelques doutes là-dessus. Mais ce sur quoi, à mon sens, on peut ne pas avoir de doute, c'est sur le fait qu'il ne s'éteindra jamais. Et que ça va continuer des mois, si ce n'est plus. Et que Macron, là, de fait, il est nassé, quoi. Hein, d'une certaine façon, par cette espèce de guérilla sociale qui, à mon sens, n'est pas prête de s'éteindre. Bon, sous les formes qu'on verra, alors même s'il s'en fout ou pas, mais en tout cas, on voit bien, il est sous cloche. Hein. Il est sous cloche, dès qu'il passe la porte de l'Élysée, c'est fini. Hein, on crache dessus quasiment, hein. Borne pareil, vous avez vu la séquence au supermarché, il fallait qu'il valait son pesant de cacahuètes, si je puis dire. Bon, mais en tous les cas, ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu avec cette ampleur, des mouvements de très grande importance, qui se sont succédés comme ça. Et on voit bien que il y a juste cette parenthèse Covid qui a fait que ça s'est à un moment donné apaisé. Mais ça reprend, parce que de toute façon, le rouleau compresseur de l'ordre dominant, il ne s'arrêtera pas. Donc de toute manière, ça reprend. Mais l'autre chose qui peut frapper, c'est que tous ces mouvements, en réalité, alors peut-être pas l'actuel, on verra bien, j'espère que non, mais jusqu'à présent, tous ces mouvements ont connu l'échec. Tous. Alors certes, je sais que, voilà, pour pas trahir non plus de secret, quand je dis ça dans un cadre syndical type CGT, on me répond non, ben non, pas du tout. Le mouvement de 2019-2020, il a gagné puisque Macron a abandonné sa réforme. Bon, alors je réponds quand même que pour moi, s'il l'a abandonné, c'est avant tout parce qu'il y a eu cet épisode du Covid. Et puis, par ailleurs, on peut difficilement mettre à l'actif d'un mouvement social une victoire dès lors que le gros de ce mouvement est passé depuis 1 mois et demi et que le pouvoir politique n'a pas cédé face à cela. Donc il me semble que ce n'est pas des échauffourées de type guérilla sociale qui font que ce mouvement à l'époque a échoué, mais c'est quand même, c'est quand même avant tout
l'annonce de ce confinement. Mais en tous les cas, la raison pour moi, elle est la même, c'est qu'à chaque fois, ils se sont heurtés au mur du politique. Voilà. C'est le même problème à chaque fois. Aucun de ces mouvements-là n'est parvenu ni à s'appuyer sur un espace institutionnel, ni à porter ses revendications ou à prolonger ses revendications dans un espace institutionnel efficace, ni à faire émerger lui-même une proposition politique, au fond. Ce qui aurait pu être une possibilité aussi. Mais ils n'y sont pas parvenus non plus. Soit en le voulant, soit en ne le voulant pas, peu importe. Mais en tous les cas, le résultat était le même. Bon, et je crains que on s'oriente aujourd'hui vers également ce type de configuration. Alors, peut-être pas parce que je pense aussi qu'il va y avoir une mise en ébullition politique quand même durable, parce qu'il s'est passé aussi des choses qui montrent un certain nombre de différences avec ce qui s'est passé avant. Alors les différences, on va dire les différences syndicales, c'est d'abord que la direction de la CFDT, qui ne trouve pas le chemin pour s'extraire du mouvement, y est toujours. Alors, mais d'abord parce que la direction confédérale de la CFDT est tenue par son propre congrès quand même. Le congrès de la CFDT qui a eu lieu au mois de juin 2022, où a été voté un amendement qui oblige la direction confédérale à rejeter tout allongement de l'âge légal de départ en retraite et à refuser par ailleurs un allongement de la durée de cotisation. C'est-à-dire d'en rester à la réforme Touraine, les 43 ans. Bon. Alors ils auraient peut-être dû d'ailleurs ajouter quelque chose s'agissant du rythme. Parce que le rythme qu'impose Macron à cette réforme Touraine, je crois que ça multiplie par 4 ou 5 la rapidité de l'application de la réforme Touraine. Mais je reviendrai sur le fait du pourquoi, à mon sens, on n'en parle plus. C'est ça le premier ciment de l'unité syndicale. Et ça, il n'y avait pas ça en 2010, où vous voyez, dans un autre mouvement unitaire du même type, puisque j'ai fait souvent la comparaison avec 2010, il n'y avait pas cette contrainte. En 2003 non plus, ce qui a permis à Chirac d'ailleurs de ce qu'on a appelé la nuit des dupes, d'aller conclure un accord secret avec le gouvernement Chirac-Raffarin à l'époque. Mais là, Berger est tenu par son congrès, par les engagements, sauf à trahir les engagements qu'il a été obligé de prendre devant son congrès. Il lui est compliqué, par ailleurs, de construire justement un compromis. On voit bien, il est vraiment un peu dans une espèce de quadrature du cercle par rapport à cela. Alors il y a une deuxième chose aussi qui d'ailleurs est un peu le deuxième ciment de cette unité syndicale, c'est l'attitude du pouvoir, qui, comme je le disais, déjoue les stratégies du syndicalisme de partenariat social, c'est-à-dire ce syndicalisme de proposition chrétienne qui là n'a pas de partenaire. Enfin, le principe même, c'est d'une bêtise absolue ce que je vais dire, mais le principe même d'un syndicalisme de partenariat social, c'est que dès lors qu'il n'a pas de partenaire, il est neutralisé. Or, c'est ce qui lui arrive aujourd'hui. Donc là, voilà, pour moi, il y a deux grands ciments de l'unité syndicale. Le premier, c'est donc le Congrès qui a donné un mandat à sa direction, ce qui est normal. Et puis le deuxième, cette obstination du pouvoir. Il y a une autre différence aussi par rapport au mouvement précédent, et c'est pour ça que je pense que la mise en ébullition politique peut s'avérer durable, c'est la question démocratique qui a fait irruption dans ce mouvement. Ce qui n'était pas le cas de la même manière dans les précédents. On a bien vu d'ailleurs qu'au soir du 16 mars, lorsque Borne a dégainé son 49.3, on a vu le mouvement qui prenait une autre physionomie et qui d'ailleurs, par ailleurs, on le voyait dans les cortèges, avait une moyenne d'âge qui avait tendance à baisser. Et moi, ça m'avait frappé parce que en fait, le soir du 16 mars, j'étais donc à Lille et je participais à un débat à Sciences Po Lille, avec les étudiants de Sciences Po Lille. Alors qu'il n'avait aucun rapport, c'était sur l'histoire des mines, enfin bon bref. Et en fait, le débat a tourné autour de ce qui venait de se passer, quoi, parce que le débat était à 18h. Je passe, alors je sais pas s'il y a des Lillois dans la salle. Vous passez devant la préfecture. Enfin, moi, je suis sorti métro République pour vous donner le trajet. Donc, on sort devant la préfecture. Le rassemblement commençait. Donc j'ai assisté un petit peu, puis après vous tournez tout de suite vers la gauche, et puis vous allez vers Sciences Po. Et donc,
comme il m'avait invité à venir ce jour-là, puis il savait que, il m'avait déjà vu ou entendu par-ci par-là, donc tout de suite ils en sont venus à cette question. Et ce qui était amusant, c'est qu'en fait ils posaient pas de questions vraiment sur le projet du gouvernement. Ce sur quoi ils posaient comme question, c'est mais où allons-nous en matière de pratique démocratique, quoi. Qu'est-ce que c'est que la démocratie en France aujourd'hui, hein, et ça dès le soir du 16 mars. Et on voit bien que et je pense que ça ne s'est pas effacé depuis, que la question démocratique, elle s'est inscrite au cœur de ce mouvement. Et c'est ça qui me fait penser qu'il va non seulement laisser des traces en tant que mouvement social, mais que par ailleurs, il va permettre de poursuivre le débat, et le plus longtemps possible, jusqu'à temps que une alternance puisse se produire, espérons-le. Mais en tout cas, il n'est pas prêt de s'éteindre, et je pense qu'il ne faut surtout pas qu'il s'éteigne, et qu'il faut au contraire se saisir de cela. Parce que moi, ce que j'ai constaté face à ces jeunes, et à d'autres après, c'est que c'est un peu comme si c'était aperçu, et sans doute d'autres qu'eux aussi, qu'il ne suffit pas d'avoir des institutions et une constitution pour qu'un pays soit une démocratie. Et ça, je pense tout le monde s'en était pas encore rendu compte. Et oui, mais d'ailleurs, l'argumentaire gouvernemental et de la majorité, de la minorité présidentielle, comme dirait de Courson, j'aime bien cette expression, les arguments de la minorité présidentielle sont de dire, vous les entendez à longueur de plateau, mais si, la démocratie est passée, regardez, on n'a pas transgressé les institutions, on a appliqué ce que dit la Constitution. Donc il y a une équivalence qui est faite dans leur discours entre constitution-institution et démocratie. Et chacun sait que ce n'est pas la même chose. Et précisément, chacun s'aperçoit aujourd'hui de manière flagrante que la démocratie en tant que substance, en tant qu'idée et en tant que pratique est en réalité transgressée dans toutes ses formes par ce que fait le pouvoir, et que la constitution de la Ve République est une constitution qui n'est pas démocratique, au sens où on voit tout simplement qu'il est possible de transgresser, y compris le principe de séparation et de partage des pouvoirs, puisqu'on a un pouvoir législatif qui n'a jamais voté, c'est tout à fait inédit, l'Assemblée nationale n'a jamais voté cette loi, et Macron ne veut surtout pas qu'elle la vote, puisque hier on a entendu dire utiliser tel autre article, je ne sais plus, l'article 10 je crois, qui permettrait comme le Conseil constitutionnel a censuré quelques articles, de revenir devant l'Assemblée pour refaire voter la loi. Évidemment, il n'en est pas question. Donc, ce principe même, qui est quand même à la base du principe démocratique, du partage et de la séparation des pouvoirs, il est transgressé. La démocratie, c'est aussi l'existence de contre-pouvoirs. Dans toute société démocratique, il y a des contre-pouvoirs. Bon, la société athénienne en avait. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs celui qui s'occupait de l'équivalent de leur banque centrale à eux, à l'époque à Athènes, c'était un esclave. Oui, mais voilà, précisément parce que ça constituait une forme de contre-pouvoir. Donc les formes de contre-pouvoir dans l'expression qui est la leur aujourd'hui, c'est-à-dire alors là pour le coup c'est un avantage, l'intersyndical uni, donc tous les syndicats, l'opinion publique, enfin bref, toutes les dimensions de ce qu'on pourrait, les manifestations, qui n'ont pas réuni entre 1 et 3 millions de personnes, qui en ont réuni des millions et des millions, parce que c'est pas toujours les mêmes, qui par ailleurs vont dans la rue à chaque... j'ai pas fait les 12 personnellement, et beaucoup de gens que je croise ou que je côtoie, parfois on fait les mêmes que moi, mais parfois on en fait d'autres que je n'ai pas faites, ou n'en ont pas fait d'autres que moi j'ai faites. Donc il y a un effet cumulatif qui en réalité fait que ces manifestations sont effectivement l'expression d'un contre-pouvoir qui, là aussi, s'est trouvé totalement passé par pertes et profits. Donc au fond, tout ce qui constitue une démocratie vivante s'est trouvé à imploser face à cette boîte à outils constitutionnelle dont Macron s'est saisi, et qui permet en effet à un individu isolé de pouvoir faire passer ce qu'il veut faire passer contre tout et tout le monde. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et ça génère pour moi un contexte qui est un contexte intéressant à exploiter. Et puis j'ajouterais aussi que par rapport à d'autres mouvements, sur les retraites notamment, celui de 2010 aussi, on voit émerger ce que j'appellerais des tendances insurrectionnelles un peu plus marquées.
Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, il y a des petites villes dont on ne parle pas beaucoup. Et il y a 2-3 jours, j'ai eu un coup de fil pour un entretien, une interview pour l'Ardennais, un journal des Ardennes. Et la journaliste me dit, voilà, elle parlait un peu elle m'explique comment se passait le mouvement chez eux, dans les petites villes des Ardennes. Hein. Et elle me dit finalement, chez nous, on a vu se développer des pratiques d'action directe. Alors je préfère utiliser ça plutôt que de dire des violences, enfin bref, tout ce que vous voulez. Depuis la deuxième, sur les 11, à l'époque on en était je crois à la 11e journée, sur les 11, 9 avaient vu se développer des pratiques de ce type. C'est-à-dire qu'en fait, dès la deuxième ou troisième journée de manifestation, dans des territoires marqués notamment par l'expérience des Gilets jaunes d'ailleurs, hein, on a vu se développer des pratiques transgressives, des pratiques que les médias qualifient de violentes, hein, en tout cas des pratiques que je qualifierais plutôt de type insurrectionnel, des pratiques d'action directe. Et ça, c'est quand même quelque chose qui dénote un climat, une ambiance et peut-être aussi une demande. Alors, je ne dis pas qu'évidemment il faut passer son temps à brûler des poubelles ou ça va de soi que politiquement parlant, c'est pas forcément la quintessence de la conscience de classe. Mais je pense que c'est des formes d'appel à un militantisme activiste. Voilà, c'est-à-dire au fond à une pratique syndicale qui sort de l'ornière des promenades dans l'espace public. Voilà. Alors je ne dis pas que c'est forcément une demande majoritaire, massive, je ne sais pas, j'en sais rien jusqu'à quel point elle existe. Mais il me semble qu'elle existe. Et elle existe notamment dans les catégories les plus jeunes. Hein, et d'ailleurs, je ne sais plus quelle étude que j'avais vue il n'y a pas longtemps le montrait que, interrogé dans une étude d'opinion qui portait sur les jeunes, ceux-ci disaient qu'ils étaient prêts à aller vers des modalités d'action plus musclées, quoi, en tout cas qui sortent de la ritualisation, de la conflictualité. Voilà, en tout cas, qui soit moins rituel ou moins ritualisé. Hein, y a une demande là-dedans et qui me semble s'exprimer là. Alors, pour terminer là-dessus, sur les grandeurs et les servitudes du syndicalisme rassemblé, on peut dire que les points positifs, hein, comme ça au moins le site qui m'attaque régulièrement ne pourra pas dire que je n'ai pas trouvé des points positifs au syndicalisme rassemblé. Et effectivement, ça nourrit le soutien de l'opinion publique. En effet, les gens qui voient le champ syndical d'assez loin aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux, le fait même que tous les syndicats soient opposés à quelque chose, bon, évidemment, on peut considérer que ça étaye et ça renforce ce soutien de l'opinion publique. Ça nourrit les manifestations de masse. Ça isole davantage le pouvoir politique. On peut y trouver tous ces intérêts. On peut y trouver des points plus négatifs. Parce qu'à chaque fois, c'est ça, moi, qui parfois me pose problème, c'est que ça ne peut se construire que sur les plus petits dénominateurs communs en termes de pratique et en termes de revendication. En termes de pratique, pas besoin de faire un dessin, c'est la journée d'action. En termes de revendication, c'est les 64 ans. Mais vous avez peut-être constaté que les 43 annuités, c'est-à-dire l'allongement de la durée de cotisation et la surmultipliée que passe Macron en termes d'application de la loi Touraine, a disparu du débat public. Et a disparu y compris de la parole de l'intersyndicale. Et moi, j'en veux pour raison que la seule chose sur laquelle sont d'accord les organisations syndicales rassemblées, c'est la question de l'âge de départ. En revanche, elles ne sont pas d'accord entre elles sur tout le reste. Et la CFDT, enfin Laurent Berger en tout cas, considère que par exemple, l'allongement de la durée de cotisation, raison pour laquelle il a soutenu la réforme Touraine, c'est une réforme juste, pour reprendre ses mots. Bon, la CGT est toujours sur les 60 ans, 37 annuités et demie. La CFDT pour une retraite à points. Donc la seule chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est les 64 ans. Mais je regrette que les 43 annuités, l'accélération des 43 annuités, ait disparu du débat public. D'autant plus que ça peut entrer en résonance d'ailleurs avec des catégories qui peut-être ne sont pas encore suffisamment entrées en résonance avec l'actuel mouvement social, c'est-à-dire au fond les catégories socio-professionnelles les plus qualifiées. Voilà, parce que moi je sais bien que de toute façon je ne partirai pas à 62 ans. Je ne prendrai pas ma retraite à 62 ans, je le sais. Bon, alors ça n'empêche que, évidemment, du fait de ce que je pense et de mes propres engagements, je participe quand même au mouvement. Mais peut-être que certains qui voient leur épreuve de la vie à leur propre expérience
vont peut-être pas forcément se mobiliser parce qu'ils se disent, bon, de toute façon, moi, pour arriver à l'âge de la retraite, 67 ans, bon, finalement, les 64 ans, ou les 43 annuités, bon, voilà. Là, ça devient son sujet. Les 64 ans, c'est pas forcément son sujet, les 43 annuités, voire peut-être demain davantage, c'est son sujet. Bon, mais ça a disparu, pour moi, pour cette raison-là. L'autre problème de cette intersyndicale, c'est que s'alignant sur les plus petits dénominateurs communs, elle a du mal à s'extraire des logiques institutionnelles, comme je l'évoquais précédemment. Et puis pour moi, le troisième problème, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs auxquels je n'ai pas pensé, mais le troisième problème est qu'elle rend plus difficile de faire valoir une contre-rationalité à la rationalité libérale. Parce que qu'on le veuille ou non, la réforme de Macron, enfin le projet de Macron, qui s'inscrit dans cette logique libérale, elle a sa rationalité. Il est rationnel, c'est pas irrationnel ce qu'il veut faire. C'est la rationalité qui est la sienne et de ceux qui le portent et le soutiennent. Mais pour le combattre, ce qui est, à mon sens, d'autant plus efficace, c'est d'ancrer dans la société une contre-rationalité. Mais quand vous êtes dans une intersyndicale qui finalement n'est d'accord que sur une seule chose et pas sur tout le reste, en tout cas sur la question des retraites, ça complique la possibilité de faire valoir une contre-rationalité, parce qu'on ne peut pas la construire, cette contre-rationalité, puisqu'elle ne peut se construire qu'à partir d'un projet. Et là, on est coincé. Voilà. Et d'ailleurs, à l'époque de 2019-2020, quand il n'y avait pas d'unité syndicale, j'avais trouvé intéressant la proposition que ça prêtait, enfin, pas la proposition, mais ce que ça prêtait à faire la CGT à l'époque, c'est-à-dire quand le gouvernement voulait réunir une espèce de conférence sociale sur le financement des retraites, eux-mêmes avaient dit, enfin la CGT avait dit, nous on va faire une contre-conférence sur le financement des retraites, pour justement faire valoir une autre logique, une contre-logique à la logique qu'on cherche à nous imposer. Donc voilà, de ces points de vue-là, c'est un peu compliqué. Alors ça renvoie à une autre problématique plus structurelle peut-être, de l'unité syndicale. Bon, il y a un chercheur assez proche de l'ex-direction de la CGT qui parle dans son ouvrage qu'il a fait paraître il y a quelques mois de la nécessité de construire ce qu'il appelle, je le cite, des communs syndicaux. C'est-à-dire au fond de faire vivre une unité syndicale autour de ce qu'il appelle des communs. Alors bon, lesquels il en cite plus ou moins quelques-uns, mais je suis assez dubitatif. À partir de quoi? Et puis, est-ce que ça ressemble pas au fond à une espèce de CES à la française, quoi, hein? Voilà, une espèce de grande coquille comme ça qui rassemblerait un peu tout et n'importe quoi. Bon, voilà, moi c'est un peu l'impression que ça me donne. Puis par ailleurs, pour moi, de toute façon, et je maintiens ce que j'ai écrit dans un de ces opus, là, quel syndicalisme en France au XXIe siècle, pour moi, il y a deux grandes propositions de syndicalisme. Celle de culture CGT, lutte de classe, rapport de force, projet y compris en termes de renversement du capitalisme et d'une autre société. Et puis, je schématise, évidemment, décidément, et puis... j'ai des trop grands pieds. Et puis l'autre, qui est le syndicalisme que je disais de culture chrétienne, voilà, qui lui s'inscrit à l'intérieur, enfin qui agit à l'intérieur de l'ordre dominant, qui considère que celui-ci est légitime et qu'il ne s'agit certainement pas de le changer, et que par ailleurs, mieux vaut contourner les pratiques de conflictualité. Voilà. C'est ce syndicalisme de culture chrétienne qui est une autre proposition, qui a sa légitimité. Chacun choisit celle qu'il veut, mais en tout cas, il me semble que ces deux propositions, sans être irréconciliables, je pense qu'en effet, on le voit sur certains points, elles peuvent trouver des convergences, ponctuellement. En revanche, à créer une structure qui rassemblerait ces deux propositions-là, je doute. Moi, je suis plutôt pour une clarification, une recomposition du champ syndical autour de ces deux piliers. Voilà, bon, après j'ai pas le temps, enfin j'ai déjà beaucoup parlé, mais je vais reparler encore, mais je le développe dans cette petite brochure si ça vous intéresse. Voilà, mais je pense que c'est vraiment plutôt ça qui me paraît être la stratégie à suivre. Pour revenir, et c'est mon dernier point sur la CGT et son congrès, alors voilà, je vais commencer par une anecdote. Le vendredi après-midi, j'envoie un SMS à un des nouveaux membres du bureau confédéral, qui est aussi dans la vraie vie un ami. Alors je lui envoie le SMS suivant, félicitations, 3 petits points, et surtout bon courage. Et alors, sa réponse est la suivante, merci beaucoup Stéphane, c'était une épreuve terrible.
3 petits points. Bon, ça donne une petite idée de l'ambiance. Avec, alors, une ambiance et un déroulement qui était attendu, parce que d'une part, rien n'avait été réglé en amont. Il y avait une espèce de cumul de tensions non dénouées qui s'était accumulé, qui s'était ajouté les unes aux autres depuis des mois et des mois, des CCN qui étaient qui étaient épiques, voilà. Et habituellement, quand il y a des tensions, on essaie de les régler en amont. Là, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit, et au fil du temps, ces tensions n'ont fait que s'exacerber, et finalement, on trouvait comme terrain de jeu, si je puis dire, le Congrès lui-même. Bon. Donc ça ne pouvait pas bien se passer. La deuxième chose qui faisait que c'était attendu, c'est qu'il y avait de fait une volonté de passage en force de la direction en place, en dépit de ces résistances manifestes. Certains en doutaient, certains se demandaient si finalement c'était pas une stratégie pour promouvoir, comme il y a des enjeux de personnes, promouvoir une autre personnalité à la tête de la CGT que celle qu'on prétendait présenter, etc. Enfin bref, qu'il y avait des manœuvres qui peut-être, au bout d'un moment, finiraient par se dénouer, et que cette espèce de semblant de passage en force n'était peut-être pas le passage en force qu'on croyait, que juste au dernier moment, ceux qui voulaient passer en force décideront de présenter quelqu'un d'autre et tout ça se dénouera. Ils ont pu constater que non, qu'en effet, Philippe Martinez était résolu à promouvoir, et son entourage, il n'y a pas que lui, à promouvoir la candidature de Marie Buisson. Et puis, résultat final, pas si inattendu que ça, parce que vous l'avez sans doute beaucoup écouté dans les médias, l'élection de Sophie Binet a été commentée comme quelque chose que l'on n'attendait pas, alors qu'en fait, ça faisait des mois en interne qu'on entendait parler de cette hypothèse, qui, dans un premier temps, avait d'ailleurs été évoquée au travers d'un binôme entre Sophie Binet et Céline Verzelletti. Idée qui semblait avoir été abandonnée. Et puis après, les circonstances du Congrès ont fait que c'est elle qui finalement a été choisie. Mais en tout cas, c'est pas si inattendu que cela. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des questions de fond qui ont quand même émergé des débats. Alors, il y a eu des choses qui ont tourné autour de ce... Alors, pour moi, ce faux clivage, et j'y insiste quand même, ce faux débat, instrumentalisé, social ou sociétal. Instrumentalisé d'abord parce que, vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu des pétitions en interne qui ont circulé pour soutenir jusqu'au bout la candidature de Marie Buisson, et qui étaient entièrement construites autour de la question femme. Alors, pour étayer mon propos, ça vaut le coup. Il y a une pétition qui a été adressée à la CE confédérale et au CCN, je crois que c'était au mois de février, il me semble. Alors, je vais vous lire des extraits. Alors, la même a été signée par des hommes et la même a été signée par des femmes. Simplement, c'est au lieu d'avoir comme formule récurrente « nous militantes », c'était « nous militants ». Mais c'était les deux mêmes. Voilà. Il y a eu très peu de syndicats, de responsables de haut niveau qui les ont signés, mais enfin, il y a eu des cadres intermédiaires quand même pas mal qui l'ont signé. Je vous lis des extraits. Nous dénonçons les manœuvres en cours visant à empêcher une femme de devenir secrétaire générale de la CGT. Un peu plus loin. Nous dénonçons qu'une femme doive encore avoir à démontrer qu'elle est capable d'avoir des idées, d'impulser, de diriger. Nous dénonçons le fait que des propositions de mise sous tutelle des femmes soient ouvertement formulées. Nous revendiquons et affirmons que l'émancipation des salariés passera d'abord par l'émancipation des femmes. Nous affirmons qu'une immense majorité de militantes et de militants attend que la CGT soit enfin dirigée par une femme. Nous refusons que notre parole, femme, soit une énième fois confisquée par une minorité d'hommes. Voilà. On voit bien que la question dite sociétale, c'est-à-dire au fond tout ce qui se rattache à ce qui n'émane pas du lieu de travail, au fond, mais prendre la question femme à partir d'elle-même et pas à partir de son implication dans le lieu de travail avant tout, était clairement instrumentalisée pour faire valoir la candidature de Marie Buisson. Les extrêmes semblent suffisamment éloquents pour cela. Je vous cite un autre mail, anonyme celui-là, mais dont certains soupçonnent l'origine, et auquel d'ailleurs Céline Verzelletti a donné une réponse intéressante. Voici ce qu'elle dit. Non seulement une minorité d'hommes veut encore une fois confisquer le véritable enjeu du 53e congrès qui est la place des femmes dans la CGT, mais au-delà de la mixité inégalitaire qu'imposent les hommes aux femmes, le temps est venu qu'une femme dirige la CGT. Les différences d'orientation dans le document d'orientation sont sciemment mises en avant par cette minorité de dirigeants pour ne pas s'affronter à leur propre position de dominants
et donc d'oppresseur. Et cette posture constitue aussi une violence sexiste qu'il nous faut dénoncer. Nous, syndiqués CGT, dénonçons cette volonté d'affaiblir la CGT. Il y a urgence qu'elle soit dirigée par Marie et avec elle par Céline, par Sophie. Vous voyez, donc c'était avant congrès. Voilà. Car la CGT sera alors conforme à nos orientations et à nos statuts. Le 53e congrès doit être celui du rassemblement féministe et par conséquent du rassemblement de toute la CGT, femmes et hommes. Bon. Donc il y a quand même clairement une instrumentalisation de cette question, hein, qu'on le veuille ou non, voilà, ça me paraît un fait. Alors qui me paraît aussi un faux débat. Parce que, voilà, il est bien évident que ce sont des questions... Hein, dont la CGT ne peut pas ne pas s'emparer. La question des femmes, la question écologique, enfin, toutes ces questions-là font partie du champ syndical. C'est la raison pour laquelle j'estime que c'est un faux débat. Et donc pour moi, la question, c'est plus de savoir comment on les introduit dans le débat et le champ syndical. Et pour moi, il me semble que le rôle d'une organisation syndicale, c'est de les aborder à partir du lieu de travail, à partir du paradigme du travail. Voilà. Je vais citer une phrase du discours de fin de congrès de Sophie Binet, que j'ai trouvée intéressante, mais à laquelle je dirais, pour ce qui me concerne, je substituerai un mot par un autre. À un moment, elle dit « Les questions environnementales ne sont pas sociétales et extérieures, mais doivent être portées au quotidien sur nos lieux de travail. » Je dirais, les questions environnementales ne sont pas sociétales et extérieures, mais doivent être portées au quotidien depuis nos lieux de travail, plutôt que sur nos lieux de travail. Bon, voilà. Pour moi, c'est plus par rapport à la manière, par rapport à quel paradigme, hein, on aborde ces questions-là, plutôt que de savoir si on doit ou pas les aborder. Il est évident que ça doit faire partie du champ du travail syndical. Bon, voilà. De même, et c'est pour ça aussi que chez certains dans la CGT ça posait problème. C'est-à-dire, par exemple, si je m'associe avec Greenpeace, est-ce que je me pose d'abord comme question en tant que CGT, est-ce que je ferme par principe une centrale à charbon, ou est-ce qu'avant de la fermer, je m'interroge sur la manière dont ceux qui y travaillent vont pouvoir être reclassés quelque part. Et après, je la ferme. De la même manière, c'est pour ça aussi que ça avait agité la FNME. La FNME, alors qui bien sûr n'était pas très contente, on la comprend, du fait que l'association avec Greenpeace, il y avait un des points, enfin dans le Plus Jamais Ça, qui dit il faut que les centrales, faut fermer les centrales, enfin plus de soutien public, de financement public aux centrales nucléaires. Bon, bah, c'est pas forcément on peut avoir cet objectif à la limite. Bah, alors après, il faut en débattre dans le syndicat, bien sûr, mais partir de la question du travail, et puis après, effectivement, la connecter à la question environnementale. Bon, voilà. Donc, pour moi, c'est plus par rapport à cette manière de l'aborder, plus que par rapport au fait de savoir s'il faut ou pas l'aborder. D'où la prise de distance. Hein. Vous avez vu, lors du congrès, il y a une prise de distance vis-à-vis du Plus Jamais Ça, hein, qui a été actée de peu, d'ailleurs, hein, par les congressistes. Il y a un autre débat qui est intéressant, c'est celui de la défragmentation du champ syndical. Hein, il y a eu aussi des débats au Congrès sur la question du rapprochement avec la FSU et Sud. Alors, mais là c'est pareil. Ma position personnelle, hein, c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus en rester un paysage syndical qui comprend 8 organisations d'ampleur nationale, disons, hein, qui sont dans l'intersyndicale aujourd'hui, avec 10% de syndiqués. Bon, voilà, donc je suis en effet favorable à une défragmentation du champ syndical. Mais là aussi, la question c'est plutôt comment on s'y prend. C'est pas forcément de savoir s'il faut le faire ou pas, c'est comment on le fait. Si on le fait par des manœuvres d'appareil, ou en tout cas ce qui apparaît comme étant des manœuvres d'appareil, ça passera pas. Et quand on regarde des expériences historiques, par exemple la réunification, il n'y en a pas eu beaucoup hein, dans le champ syndical de réunification, mais celle de la CGT en 1936, elle est partie de toute une série de pratiques unitaires qui se sont développées dans les champs professionnels pendant des années auparavant. Hein, j'ai relu une thèse à l'époque là-dessus qui était très intéressante, qui montrait que c'est venu de là. En fait, cette réunification est venue, cette défragmentation de l'époque, est venue de ces pratiques unitaires de terrain. En revanche, si on veut la faire partir du haut, Là, je pense que ça ne marchera pas. En tout cas, ça sera toujours vu avec un certain...
enfin, en soupçonnant qu'il y a derrière des manœuvres ou je ne sais quoi. Voilà. Bon, donc il faut, de mon point de vue, il faut que ça parte de pratiques, que ça parte aussi de la définition claire d'un corpus de valeurs, de pratiques, qui permettent d'avoir en effet une défragmentation qui se fonde sur des bases, disons, saines. Voilà. Mais par principe, moi, je suis favorable effectivement à cette clarification-là. Voilà. Alors, j'aurais bien aimé que ça discute un peu plus de la relation aux jeunes, hein, parce que moi, je suis assez favorable à la syndicalisation par la CGT des étudiants. Je sais que c'est un sujet sur lequel, là aussi, il n'y a pas forcément, loin s'en faut, de consensus. Certains pensent qu'il vaut mieux réactiver, ou en tout cas aider à réactiver l'UNEF. Moi, je dis qu'elle est tellement mal en point, et d'ailleurs, il y a une scission qui s'annonce de l'UNEF aujourd'hui. Pour moi, la CGT, elle ne doit pas s'interdire de travailler sur ce terrain-là, quitte à modifier ses statuts. Et les expériences des CELA, personnellement, je les trouve très intéressantes. Hein, et je leur apporte mon soutien. Je dis, ça leur sert pas à grand-chose d'ailleurs. Enfin, je l'avais dit au mois de septembre à Montpellier quand il y avait une initiative sur les 120 ans du Congrès, en présence de Martinez, et je sais que quand j'avais dit ça, il avait été très énervé. Et après, il avait repris pour dire que non, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Mais bon, voilà, après, moi je suis pas dirigeant syndical. Voilà. Après, bon. Je vais écarter les questions de personnes, mais bon, au moins à ce stade, il n'y a pas d'éclatement de la Confédération, ce qui était quand même quelque chose il y avait une atmosphère quand même, hein, dans les temps qui ont précédé le Congrès, qui était presque une atmosphère pré-scissionniste. Hein. Par ailleurs, dans le bureau confédéral, quand on regarde comment il est composé, il y a des dirigeants très critiques de l'ancienne direction et qui, par ailleurs, pour certains, ont été sont auréolés, je dirais, de succès. Je pense par exemple à Sébastien Ménesplier de l'Énergie. Mais toujours est-il qu'on est, me semble-t-il, dans le cadre d'un bureau confédéral qui, sans doute, potentiellement peut se révéler, peut s'orienter dans une perspective de construction plus collective des prises de décision. Notamment parce que vous avez aujourd'hui une secrétaire générale qui n'est pas forcément, à mon sens, sans étayage, hein, qui a besoin en tout cas pour construire sa légitimité dans l'organisation. Ça c'est aussi un travail, ça existe, hein, quand on vient d'arriver, faut s'imposer, mais qui a besoin pour cela, je pense, d'une partie au moins de ceux qui l'entourent à l'intérieur de ce bureau confédéral, ce qui peut permettre, me semble-t-il, un mode de direction et de prise de décision plus collégial par rapport à ce qui s'est passé précédemment, et donc peut-être du coup une meilleure articulation entre les champs fédéraux, les territoires et la Confédération. Alors certains diraient l'autre point commun, je dis ça parce que ce matin j'ai reçu un mail d'un dirigeant d'UNUD qui me disait déjà le premier point positif c'est qu'on n'entend plus Philippe Martinez. Alors ça je lui laisse son point de vue. Je me permettrai pas de me placer sur le terrain des questions de personne. Alors par contre il y a des choses qui peuvent interroger sur la question du rassemblement, parce que qu'on le veuille ou non, ce que représentent ceux qui se reconnaissaient dans la candidature de Matteux ne sont pas dans la direction confédérale. Or, ils ont quand même représenté une part importante du Congrès. Je regrette aussi qu'il n'y ait pas de privés d'emploi et de précaires, de représentants des privés d'emploi et de précaires dans l'appareil confédéral, sachant que la CGT dit qu'il faut, et elle a raison, aller sur ce terrain-là. Alors encore faudrait-il quand même le mettre en pratique. Alors certains ont une lecture plus politique de la composition de l'actuel du bureau confédéral. Pourquoi ? Parce que pour certains, ça je vous livre leur interprétation, c'est un peu la reconstitution. Le bureau confédéral serait pour eux la reconstitution de la gauche plurielle. Avec des représentants plutôt qui dans leur parcours ont été proches à un moment donné du PS ou peut-être des écolos, et puis d'autres qui sont des membres plus ou moins actifs du Parti communiste, mais par contre il n'y a personne qui peut être identifié comme étant un proche ou un membre actif des Insoumis. Donc ils y voient une forme alors sachant que par ailleurs dans la CGT, quand on regarde un peu les échanges notamment sur les réseaux sociaux, c'est pas inintéressant, entre responsables politiques et syndicaux, il est vrai que ça se tire souvent la bourre quand même, hein, entre les uns et les autres, et certains, et beaucoup même, ayant les deux casquettes, hein, très souvent, cadre syndical d'un côté et militant politique de l'autre. Alors après, je sais pas ce que vaut en fait cette interprétation, j'en sais rien, mais en tout cas elle existe.
Après, c'est vrai que l'incarnation est singulière, hein, parce que le parcours, moi, ce qui m'avait surpris quand je savais que le nom de Sophie Binet circulait, mais ce qui m'avait surpris, c'est d'une part qu'elle vient de l'UGICT. Or, l'UGICT, longtemps, a plutôt eu mauvaise presse à l'intérieur de la CGT. Et puis après, c'est vrai qu'elle n'a pas le parcours personnel classique d'un premier dirigeant de la CGT, c'est-à-dire le passage par la JOC, même si ça n'a pas duré longtemps, je crois, y compris le passage par le PS, c'est pas tout à fait ça, le parcours classique d'un dirigeant CGT. Donc c'est assez singulier. Qu'est-ce que ça peut donner, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est assez singulier. Après, il y a des questions qui n'ont pas été abordées, il n'y a pas eu grand-chose sur les affiliations internationales. Moi, par contre, ce qui me semble, voilà, il y a quelque chose qui me semble quand même transpercer, un certain nombre d'éléments qui me laissent penser qu'il y a une demande de fond importante de réinvestir ou de reconsidérer une CGT plus identitaire. Voilà. Il y a une crainte qui s'est exprimée, je pense, de voir l'identité de la CGT se diluer. Et j'en veux notamment pour preuve les rejets du Plus Jamais Ça ou les rejets du rapprochement FSU-Sud, qui à mon sens peuvent être interprétés comme cela notamment. Hein, c'est-à-dire comme une crainte qu'au fond l'identité CGT se trouve soit diluée, soit en quelque sorte la roue de secours d'autre chose. Le Plus Jamais Ça étant en effet pour certains vu, enfin la CGT dans le Plus Jamais Ça étant un peu vue comme la roue de secours en quelque sorte, hein, et non pas comme l'organisation qui aurait porté le cœur du discours de la transformation sociale, mais comme en quelque sorte une organisation qui s'est raccrochée à un discours sur la transformation sociale dans laquelle elle peut en partie se reconnaître, mais dont elle n'est pas forcément l'auteur majeur. Et donc je pense qu'il y a cette interrogation-là qui a traversé toute une partie des délégués à ce dernier congrès, ce qui me fait dire qu'il y a pour moi une tâche essentielle de la nouvelle direction, qui est de travailler à une clarification de ce qu'est ou de ce que devrait être aujourd'hui l'identité de la CGT, quelle doit être sa colonne vertébrale. Voilà. Clarifier, c'est un débat qui n'est pas porté depuis 30 ans. Or, la CGT a connu quand même toute une série de transformations et il serait sain, quel que soit les choix qu'elle fasse. Je ne suis pas là pour les trancher, c'est pas mon rôle. Mais en tout cas, il faut poser ces débats-là. Hein, il faut poser ces débats-là parce que je pense qu'il y a un flou chez certains hein, sur l'identité de leur organisation. Et il me semble que c'est par ailleurs clarifier l'identité CGT. Même si bien sûr la CGT a toujours été, alors attention, hein, je ne dis pas que ça n'a jamais été un bloc, jamais, à aucun moment. La CGT a toujours été une organisation qui a rassemblé des forces centrifuges. Quand il y avait les syndicalistes révolutionnaires, il y avait aussi les positivistes, à la Quefer, Auguste Quefer dans la Fédération du Livre. Il y avait des guédistes. Bon, il y avait des gens qui avaient des tas de conceptions, d'où la raison pour laquelle la CGT s'est proclamée à ce moment-là, au travers de la charte d'Amiens, comme le parti du travail. C'est-à-dire qu'elle allait rassembler tout le monde au travers de l'expérience, de la domination et de l'exploitation vécue à partir du travail. Peu importe qu'on soit positiviste, guédiste, anarchiste, syndicaliste, révolutionnaire. Donc il y a toujours eu des forces centrifuges. Sauf qu'à un moment donné, la CGT est parvenue, à force de débat, à se doter d'une colonne vertébrale autour de laquelle parvenait à s'agglomérer cette chair centrifuge. Et il me semble que c'est ça qui pose question, plus que de dire, comme le dit le collègue que j'évoquais tout à l'heure à propos de ces communs du syndicalisme, qui explique aussi dans son livre qu'aujourd'hui le fédéralisme pose problème. Mais dans le même temps, il explique que ça ne posait pas problème à d'autres périodes, et ces périodes, comme par hasard, c'était celles au cours desquelles la CGT avait fait un certain nombre de choix politiques, idéologiques, conceptuels, qui constituaient cette colonne vertébrale. Et là, ça ne posait pas de problème. En revanche, pour moi, en effet, le fédéralisme peut poser problème et défragmenter l'organisation à partir du moment où cette colonne vertébrale n'est plus clairement identifiée. Voilà. Et donc, pour moi, ça nous dit aussi ce que devrait être l'échelon confédéral. Et pour moi, alors c'est pas parce que je suis historien, mais pour moi, ce qu'écrit Émile Pouget, numéro 2 de la CGT, en 1908, dans une brochure qui s'appelle « La CGT ». Je vais vous lire sa phrase, ça vaut le coup, je pense. S'agissant de ce que doit être le rôle de la Confédération, il écrit ceci. « La Confédération n'est pas un organisme de direction.
mais bien de coordination et d'amplification de l'action. Ici, il y a cohésion et non centralisation, impulsion et non direction. C'est là ce qui fait la puissance rayonnante de la Confédération. L'impulsion ne vient pas d'en haut, elle part d'un point quelconque et ses vibrations se transmettent en s'amplifiant à la masse confédérale. Voilà, pour moi, c'est la bonne définition du rôle de la Confédération pour en finir avec la présidentialisation, pour reprendre un terme de René Mouriot, sociologue connu, la présidentialisation dans laquelle elle s'est engagée, qui a fini par produire des formes de pratiques d'exercice du pouvoir qui ont posé problème. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui siègent au CCN qui me disaient on va au CCN, voilà, Martinez il arrive, il a déjà son texte, maintenant t'es pour ou t'es contre? Voilà. En gros, schématiquement, c'est comme ça que ça se passe, ou ça se passait. Ben, ça, c'est pas la pratique du fédéralisme et du confédéralisme. Bon, voilà, c'est la pratique de Pouget qui est la bonne. Mais pour ça, il faut en effet aussi réfléchir à l'identité, à la colonne vertébrale. Réfléchir aussi à la question de la stratégie des luttes. J'ai vraiment hyper débordé, alors je fais que... ouais, il reste un quart d'heure, donc je fais que lister. La stratégie des luttes, et de ce point de vue-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le document qui a été envoyé par je crois que c'était 16 fédérations qui portaient la candidature de Verzelletti avant le Congrès, ils ont fait toute une série de propositions qui sont très intéressantes, notamment sur la stratégie des luttes. C'est un document qui vaut la peine. Il liste aussi toute une série de sujets sur lesquels la CGT doit travailler théoriquement et conceptuellement parlant, pour ensuite produire un corpus revendicatif efficace. Ils ont tout un tas de propositions intéressantes. Et parmi ceux qui ont rédigé ce texte, il y a notamment Laurent Brun et Sébastien Ménesplier, qui sont aujourd'hui des personnalités importantes de la direction confédérale. Donc j'ai quelque espoir, et pour ne rien vous cacher, Sébastien Ménesplier est un ami auquel je suis très attaché, que j'estime beaucoup, et je pense que c'est quelqu'un qui, et d'autres aussi, peuvent apporter beaucoup de ce point de vue-là. Discuter du rapport aux politiques, ça c'est aussi, on en a parlé tout à l'heure. S'ancrer davantage dans la bataille des idées. Le combat pour l'hégémonie culturelle, ça c'est évidemment un combat central qu'à mon sens, a d'une certaine manière au fil du temps tendu à s'extraire le champ syndical, et y compris le champ syndical de la conflictualité, en adoptant parfois même, en allant même jusqu'à adopter des corpus de vocabulaire, une sémantique qui sont celles de l'ordre dominant. Dialogue social, c'est pas un concept du syndicalisme de lutte de classe. Et au contraire, c'est un concept que j'ai étudié, qui a été fait pour désintégrer ce syndicalisme-là et le remplacer plutôt par un syndicalisme de partenariat social et consistant à contourner la conflictualité pour faire en sorte que l'entreprise soit vécue comme un collectif humain où tout le monde a les mêmes objectifs et les mêmes intérêts. Mais c'est ça. Donc, ce terme-là et d'autres. Bon, mais ça me paraît une évidence. On doit parler avec ses propres mots. On ne doit pas parler avec ceux des autres. C'est une évidence. Moi, quand j'étais petit, je parlais en verlan avec mes copains quand mes parents étaient là. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Et j'ai un collègue qui a écrit un article intéressant sur le syndicalisme révolutionnaire de la CGT, en disant qu'au fond, sous la Troisième République, la seule contre-culture, la seule alternative culturelle à ce que portait la Troisième République, c'était la culture du syndicalisme révolutionnaire au travers des bourses du travail, au travers de la CGT. Parce qu'en effet, ils se sont construits en tant que contre-culture. Et ça, c'est quelque chose qui me semble être une arme efficace qu'il est nécessaire de reconsidérer. D'ailleurs, dans leur fameux document, les fédérations, là, parlent d'ailleurs de construire ou de vivifier des médias, y compris audiovisuels, CGT. Bon, ça participe de cela. Et il y a des expériences, y compris sur le terrain, intéressantes. Radio Montpaïs, que je connais bien en Haute-Garonne. Bon, c'est des expériences tout à fait intéressantes, tout ça. Bon, voilà. Pour terminer, je dirais que ce congrès, il a cristallisé des mécontentements plus ou moins diffus. Il a pu sans doute construire des majorités de rejet. Maintenant, il me semble que après l'étape du rejet, c'est celle du projet qui me semble être à aborder et à interroger notamment ce que j'appelle les recentrages du syndicalisme, y compris celui qu'a emprunté à sa manière, avec sa chronologie propre, la CGT.
Je vais arrêter ici.